Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère, les Grecs ont abandonné le monde divin pour une étude rationnelle de la nature. Les Grecs commencent à pratiquer la science lorsqu'ils passent de la connaissance des faits à la recherche des causes, de la maîtrise des savoirs à la démonstration rigoureuse de leur validité. La géométrie leur permet ainsi de calculer la taille de la Terre, mais aussi la distance de la Terre à la Lune et la distance entre la Terre et le Soleil. Pour en savoir plus sur ces calculs, je vous renvoie à la playlist que j'ai réalisée justement sur Ératosthène et Aristarque de Samos. À partir du IIe siècle de notre ère, Claude Ptolémée entreprend la synthèse des connaissances astronomiques de la Grèce antique. Son ouvrage, intitulé La composition astronomique, est surtout connu aujourd'hui sous son nom d'Almageste, nom que vont lui donner les astronomes arabes du Moyen Âge. Dans le système géocentrique de Ptolémée, l'univers est clos, centré sur la Terre immobile. Tournant autour de celle-ci, on trouve par ordre de vitesse de déplacement la Lune, puis Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Et enfin, la sphère des fixes sur laquelle sont accrochées les étoiles. Cette dernière sphère tourne sur elle-même en 24 heures. Si cette idée peut vous paraître farfelue, elle est moins saugrenue qu'il n'y paraît. En effet, au quotidien, rien ne nous indique que la Terre est en mouvement. Et au contraire, nous voyons chaque jour le Soleil et les étoiles qui se déplacent dans le ciel d'est en ouest. Pour Ptolémée et les astronomes grecs de l'Antiquité, il n'y a aucune raison de douter de ce que l'on voit. Cette conception de l'univers repose sur des siècles d'observations astronomiques, mais également sur une fascination pour les mathématiques et la géométrie, qui oblige à penser que tout dans le ciel est constitué de cercles parfaits, conformément aux idées d'Aristote. Pour Aristote, le monde est constitué de 4 éléments: l'eau, l'air, la terre et le feu. Mais le monde céleste, situé au-delà de la Lune, est constitué d'un autre élément, un 5e élément, qu'il appelle l'éther. Les astres se meuvent dans l'éther, un monde où tout est perfection. Le géocentrisme de Ptolémée, influencé par les idées d'Aristote, va déterminer notre représentation du monde et la place que l'homme y occupe pour les 15 siècles à venir. Mais une observation attentive du mouvement des planètes montre que leur déplacement n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. C'est particulièrement flagrant pour la planète Mars. On constate que, pendant 2 mois, Mars ralentit, s'arrête, recule, s'arrête de nouveau, avant de repartir dans son sens habituel. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétrogradation. C'est vrai pour Mars, mais c'est également vrai pour toutes les planètes. Pour expliquer ce phénomène, Ptolémée et ses prédécesseurs ont ajouté des épicycles. Un épicycle, c'est littéralement un cercle sur un autre cercle. Ainsi, une planète parcourt un cercle épicycle, et c'est le centre de l'épicycle qui accomplit un cercle parfait autour de la Terre. C'est compliqué, mais mathématiquement, cela fonctionne, à condition d'ajouter un dernier détail. Pour mieux rendre compte de la variation des vitesses des planètes, Ptolémée invente le point équant. Ainsi, la planète P se déplace sur un cercle épicycle dont le centre C circule le long d'un déférent de centre D. Ainsi, vu du point équant, le mouvement de la planète est uniforme, conformément à la physique d'Aristote. Mais vu de la Terre, la vitesse de déplacement de la planète P varie conformément aux observations. Ce système ingénieux présente pourtant un inconvénient majeur. La Terre n'est plus au centre de l'univers. Au fur et à mesure que les observations deviendront de plus en plus précises, il faudra ajouter de plus en plus d'épicycles pour rendre compte des mouvements des planètes. Malgré cela, ce système fonctionne tellement bien que les savants vont s'y accrocher pendant 15 siècles. Il va permettre la création de l'un des plus beaux objets de l'astronomie, la sphère armillaire. Ces instruments servaient à 2 choses. D'une part, à enseigner les principes de l'astronomie, car ils représentent le système planétaire en miniature,
ainsi que les grands cercles de la voûte céleste, comme le méridien, l'équateur ou l'écliptique. D'autre part, avec un modèle suffisamment grand, on peut faire des calculs astronomiques pour connaître par exemple la durée des jours, les heures de lever et de coucher du soleil, ou connaître à l'avance la position des planètes. Alors bien sûr, tout cela n'empêche pas les hommes de continuer à croire en l'astrologie. Car si les hommes, les étoiles et les planètes font partie d'un même système dont la Terre est le centre, cela renforce l'idée que les étoiles et les planètes ont une influence sur les humains. Si depuis 400 ans, les connaissances scientifiques ont permis de montrer que l'astrologie est une croyance erronée, elle était considérée comme une science à part entière jusqu'au XVIIe siècle, au même titre que l'alchimie. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les astronomes de l'époque étaient financés par les souverains pour leurs prédictions astrologiques et non pour leurs recherches astronomiques. En effet, ce qui intéresse les dirigeants, c'est d'avoir une béquille pour les aider dans leurs choix politiques. Et les astrologues de cour vont ainsi influencer la destinée de royaumes entiers pendant des siècles. Et l'empereur exige d'avoir son horoscope sans délai. Il ne suffit pas d'écrire des livres très intelligents! Après la chute de l'Empire romain, une période agitée s'ouvre en Occident et les sciences sont mises en sommeil. Mais contrairement à ce que l'on a longtemps écrit, le Moyen-Âge n'était pas un âge sombre durant lequel il ne se serait rien passé. Les sciences continuent de se développer en Inde, en Chine et dans le monde arabo-musulman. En Europe, par contre, la science est réduite à sa partie congrue. De la chute de l'Empire romain en 476 jusqu'au XIIe siècle, il ne se passe pas grand-chose. C'est une époque d'incertitude et d'invasion incessante. On assiste à un morcellement extrême. Le nouveau territoire de référence de l'individu s'étend tout au plus sur 20 km. En gros, la bourgade du seigneur. Les cartes géographiques deviennent inutiles et le savoir se perd. Les querelles avec les villages voisins favorisent le repli sur soi. On passe beaucoup de temps à assurer la sécurité de son territoire et il n'y a guère de place pour la curiosité et la réflexion intellectuelle. La connaissance se détache progressivement du modèle scientifique grec pour devenir purement spirituel et l'obscurantisme s'installe. À partir du IXe siècle, la dynastie carolingienne restaure les structures politiques et étend son empire. Les réalisations scientifiques sont faibles, malgré la multiplication des écoles et des scriptoriums. Dans les monastères, les moines recopient les textes anciens, ce qui permet la survie de quelques fragments de la culture antique. Charlemagne souhaite relancer la vie intellectuelle et oblige les moines à s'instruire en leur imposant le trivium, c'est-à-dire l'apprentissage et l'enseignement de la grammaire, de la rhétorique et de la dialectique. C'est d'ailleurs à cette époque qu'est mentionnée pour la première fois en Europe l'observation de taches sur le soleil par Éginard, un savant de la cour de Charlemagne. Né entre 940 et 945, Gerbert d'Aurillac est d'abord moine à Aurillac avant de devenir archevêque à Reims. Il introduit dans l'enseignement religieux le quadrivium, c'est-à-dire l'enseignement de l'arithmétique, de la musique, de la géométrie et de l'astronomie. Trivium et quadrivium constituent les arts libéraux, car ils sont censés libérer l'homme qui les pratique des soucis de la vie quotidienne. Ces arts ont un caractère noble, ils sont significatifs d'une pensée abstraite qui s'oppose aux activités pratiques et techniques. En 999, Gerbert d'Aurillac devient pape sous le nom de Sylvestre II. Son pontificat est marqué par la réaffirmation de la rotondité de la Terre et l'introduction en Europe des chiffres indo-arabes qu'il a découverts lors d'un séjour en Espagne. À cette époque, en France, on utilise toujours les chiffres romains. Mais l'Espagne est devenue un grand centre culturel où les clercs de toute l'Europe viennent puiser aux sources arabes pour redécouvrir l'héritage grec. En 1085, Alphonse VI de Castille s'empare de Tolède, ce qui permet au monde chrétien de découvrir un haut lieu de la recherche scientifique de l'Espagne musulmane. La culture grecque est alors redécouverte au travers des traductions arabes.
Mais la redécouverte de cet héritage scientifique se fait dans une Europe devenue chrétienne. Et chose étonnante, les pères de l'Église ont réussi à adapter les thèses d'Aristote aux dogmes chrétiens. Dès 325, le concile de Nicée fixe la règle du calcul de Pâques en lien avec l'astronomie. Désormais, Pâques a lieu le premier dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. Dieu étant devenu le créateur du cosmos, il est représenté sur une sphère supplémentaire entourant le modèle de Ptolémée. Et si Dieu a une place dans l'univers, il faut aussi que Satan en ait une. L'enfer sera situé au centre de la Terre et sera mis en image avec la Divine Comédie de Dante à partir de 1314. À partir du XIIIe siècle, les progrès de la mécanique permettent la fabrication d'horloges de plus en plus complexes. C'est ainsi qu'apparaissent les horloges astronomiques sous forme d'astrolabes mobiles. L'une des plus anciennes est celle de la cathédrale de Lyon, datant de 1379, et celle de Bourges, datant de 1423, et réalisée par Jean Fusoris. Une foule de badauds se presse pour admirer les automates, qui s'animent chaque heure, mais bien peu sont capables de lire les informations données par l'horloge. Sur ces horloges, le bord extérieur est un cadran horaire, gradué en 2 fois 12 heures. L'heure est donnée par l'alidade, une aiguille unique qui accomplit un tour en 24 heures, et sur laquelle un mécanisme permet au soleil de coulisser, afin de reproduire sa hauteur en fonction des saisons. Le tympan constitue le fond de l'astrolabe. On y retrouve les différentes graduations, permettant de déterminer notamment la hauteur des étoiles. Le cercle décentré représente l'écliptique, sur lequel on retrouve les 12 signes du zodiaque. Le soleil, situé sur l'alidade, est associé à ce cercle, de manière à parcourir l'écliptique en une année. Enfin, le cadran de la Lune, représenté par une boule dont la moitié est peinte en noir, accomplit un tour en environ 29 jours et demi. Au fil des jours, on peut remarquer le mouvement de la Lune et déterminer ses phases. Mais ce qui importait dans ces horloges astronomiques, c'était moins les indications sophistiquées qu'elles donnaient que le prestige qu'elles conféraient. On était fier de montrer sa maîtrise des sciences et techniques, ainsi que la richesse que l'on possédait. En cette fin de Moyen Âge, la redécouverte de la culture gréco-romaine annonce la Renaissance. En Pologne, le chanoine Nicolas Copernic a suivi ses études en Italie, notamment dans les universités de Bologne, de Padoue, puis de Ferrare. Il est probable qu'il s'intéressait déjà à l'astronomie en tant qu'étudiant, car lorsqu'il termine son cursus en 1496, il semble que sa connaissance de la science des étoiles est bien supérieure à ce que laissent supposer ses études. Il connaît bien le système de Ptolémée, qui fait alors autorité, ainsi que les travaux des astronomes arabes. De retour en Pologne, l'astronomie n'est pas sa tâche principale. En tant que chanoine, il doit avant tout administrer son diocèse et en plus pratiquer la médecine. Contrairement à ce que l'on pense souvent, la Terre n'est pas considérée comme plate au Moyen Âge. Les débats qui alimentent les discussions philosophiques, autant chez les savants qu'au sein de l'Église, portent davantage sur la place de la Terre dans l'univers, ainsi que de savoir si elle est en mouvement, et de savoir si les êtres vivants peuvent habiter aux antipodes, c'est-à-dire sous la Terre. À la fin du XVe siècle, les astronomes ont abouti à un système géocentrique extrêmement complexe, superposant épicycle sur épicycle, afin de coller au mieux aux observations, sans toutefois y parvenir. Cherchant à simplifier le modèle de Ptolémée, Copernic s'interroge. Si la Terre, comme le ciel et comme les astres, est sphérique, et si les astres sont animés de mouvements circulaires, pourquoi la Terre n'aurait-elle pas ce même mouvement circulaire? Pour Copernic, il est également plus simple de mettre en mouvement le contenu de l'univers, c'est-à-dire la Terre et les planètes, plutôt que le contenant, c'est-à-dire l'énorme sphère des fixes. Veux-tu vraiment arrêter le soleil? Je ne fais que lire ce que me disent les chiffres. Copernic constate qu'en plaçant le Soleil immobile au centre de l'univers et la Terre comme une planète tournant autour du Soleil, les calculs sont plus simples. Son système apparaît également plus harmonieux, car les planètes sont rangées autour du Soleil par vitesse croissante.
Mais le grand avantage du système héliocentrique est surtout de pouvoir proposer une explication simple au mouvement de rétrogradation des planètes. Elles deviennent une sorte d'illusion lorsque la Terre leur prend un tour. Copernic publie son modèle héliocentrique l'année de sa mort en 1543, dans un ouvrage devenu célèbre, le De Revolutionibus. Nicolas, ton livre est paru. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le système proposé par Copernic ne révolutionne pas l'astronomie. D'abord parce que du point de vue mathématique, les systèmes de Ptolémée et de Copernic sont équivalents. Il s'agit juste d'un changement de référentiel. De plus, le système de Copernic ne simplifie pas vraiment les calculs, car il continue de présenter les orbites des planètes comme circulaires, conformément aux idées d'Aristote. Ensuite, parce qu'il est difficile de s'extraire d'un modèle dominant les pensées depuis près de 14 siècles, modèle érigé comme conforme à l'interprétation des Écritures. Enfin, parce qu'il est difficile d'aller à l'encontre des observations quotidiennes. Chaque jour, les observateurs voient bien les astres se lever et se coucher, et rien ne leur indique que la Terre est en mouvement. Croyez-vous vraiment que le pape va s'occuper des théories fantasques d'un démon de Frauenbourg? Il faudra encore attendre 70 ans pour que le système de Copernic ait réellement des conséquences. L'invention de la lunette astronomique va révolutionner l'observation scientifique et notre compréhension de l'univers. Bien que son invention ne soit pas connue avec précision, on retient le nom du Hollandais Hans Lippershey et l'année 1608 pour son apparition. Il s'agit davantage d'une longue vue permettant d'agrandir les objets à distance. Cette longue vue s'exporte bien à travers l'Europe, notamment pour des raisons militaires, et finit par arriver dans les mains d'un savant italien, Galilée. En 1609, le savant italien est couvert de dettes. Il lui faut trouver une idée pour se renflouer. Galilée comprend très vite l'intérêt qu'il peut tirer de la lunette. Bien qu'il ne soit pas opticien, il se lance dans la construction d'une lunette dont il améliore la qualité des lentilles. Le 21 août 1609, il présente au Doge et au Sénat de Venise son meilleur instrument, une lunette capable de grossir 8 fois, et leur démontre l'intérêt militaire de l'instrument. On voit apparaître les navires à l'horizon 2 heures avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu. En échange de cette invention, il obtient un poste à vie et le doublement de son salaire. En décembre 1609, le savant italien construit sa 5e lunette, celle qui va lui permettre de réaliser ses plus grandes découvertes. Il pointe l'instrument capable de grossir 20 fois vers la Lune et observe pour la première fois des cratères. En quelques nuits, il découvre des étoiles invisibles à l'œil nu, la véritable nature de la Voie lactée, ainsi que les 4 principaux satellites de Jupiter. Ces observations remettent en cause la science de l'époque. Si la Lune est couverte de montagnes et de cratères, elle n'est pas une sphère cristalline parfaite, comme l'affirmait Aristote. Si Jupiter possède des lunes qui tournent autour d'elle, la Terre n'est pas le centre de tous les mouvements. Lorsque Galilée tourne sa lunette vers la planète Vénus, ses observations lui apportent la preuve définitive, selon lui, que Copernic a raison. En effet, il observe que Vénus présente des phases, tout comme la Lune. Ce phénomène ne peut s'expliquer que si Vénus tourne autour du Soleil et que celui-ci produit de la lumière. Galilée défend alors publiquement les idées de Copernic et met à mal le système de Ptolémée. Ces découvertes se diffusent à partir de 1610 avec la publication de son ouvrage le Sidereus Nuncius, c'est-à-dire le messager des étoiles. Elles vont lui attirer les foudres de l'une des plus puissantes institutions de l'histoire, l'Église. L'Église est très attachée au modèle de Ptolémée, en s'appuyant sur quelques éléments de cosmologie qu'elle trouve dans la Bible. En effet, l'interprétation que certains théologiens font de certains versets lui permet d'affirmer que la Terre est au centre de l'univers. Le livre de Josué, par exemple, parle notamment du Soleil qui s'arrête dans sa course, ce qui peut donner à penser qu'habituellement il se déplace, sauf quand Dieu intervient pour l'arrêter. En critiquant le modèle géocentrique, Galilée remet donc en cause les affirmations de l'Église. Et surtout,
il met en doute la création divine de l'univers. Par ailleurs, si la Terre est une simple planète, l'humanité perd sa place centrale. C'est un changement radical, à la fois sur le plan théologique, mais aussi philosophique. Mais il n'est guère conseillé d'avoir des divergences d'opinion avec l'Église au XVIIe siècle. Cette dernière a déjà dû affronter la réforme protestante. Elle se sent menacée et n'est pas encline à l'indulgence envers les savants contestataires. L'Église est seule détentrice de la vérité. En 1600, le moine et philosophe italien Giordano Bruno fut condamné au bûcher pour avoir défendu des idées similaires à celles de Galilée. En 1616, Galilée s'en sort avec une simple semonce. Mais l'Église a compris que la science pouvait menacer son autorité. En conséquence, tous les ouvrages parlant de l'héliocentrisme sont interdits, dont le De Revolutionibus de Copernic. Galilée va se faire discret pendant les 10 années qui suivent. Puis, en 1623, son ami, le cardinal Maffeo Barberini, est élu pape sous le nom d'Urbain VIII. Galilée pense qu'avec cet ami à la tête de la plus haute institution, le temps est propice au retour des idées coperniciennes. À la demande du pape, Galilée rédige un ouvrage comparatif sur les systèmes géocentriques et héliocentriques. Publié en 1632, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde se révèle être une véritable machine de guerre contre l'héritage aristotélicien. Fidèle à lui-même, Galilée ridiculise les idées d'Aristote au profit du système de Copernic. Malheureusement, s'il démontre clairement que les arguments soutenant les idées d'Aristote ne sont pas recevables, il n'apporte aucune preuve scientifique formelle en faveur du mouvement de la Terre. Et pour cause, celles-ci n'arriveront qu'en 1728 avec l'observation de l'aberration de la lumière par Bradley, puis en 1838 avec la découverte de la parallaxe stellaire par Bessel. Rapidement, Galilée est convoqué à Rome par l'Inquisition. En juin 1633, il est déclaré coupable d'hérésie. Âgé de 70 ans, il est assigné à résidence jusqu'à la fin de ses jours dans sa villa d'Arcetri, près de Florence. Les ouvrages de Copernic et de Galilée resteront à l'index des livres interdits par l'Église jusqu'en 1835. Mais malgré les interdits, les idées de Copernic continuent de se diffuser à travers l'Europe. Au fil du temps, l'usage de la lunette astronomique va se répandre, permettant à un nombre grandissant de savants de faire les mêmes observations que Galilée. Ils se rallieront aux idées de Copernic et apporteront de nouvelles preuves de l'héliocentrisme. Une nouvelle ère s'ouvre. Le système de Ptolémée finira par être abandonné, et l'objectif de la science moderne se diffuse peu à peu, à savoir étudier la nature telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette seconde vidéo sur l'histoire de l'astronomie. Dans la troisième et dernière partie, nous aborderons l'histoire de l'astronomie des débuts du XVIIe siècle avec Tycho Brahe et Kepler jusqu'à nos jours. A très vite.